Salut Cléo, salut Sabrina, salut Lys, salut Aline, salut Romain. Alors, what to do? Salut. Hey, give us what's up, my bro. How are you? How you feel in Manchester, bro? Everything is good there. Thomas, les musiques de friand, ah ouais, excusez-moi, mais là, cette musique en ce moment, elle me transporte, elle me transporte d'allégresse. Et comme on peut pas se balader, écoute, on fait avec, hein. Alors vous n'allez pas me, hein. Allez, on va commencer ce live, j'espère que vous allez bien tous et que ça se passe pas trop mal aujourd'hui. C'est bientôt le week-end, bon pour tout le monde c'est le week-end donc on s'en fout un peu hein, forcément. Je vais voir si Rémi et Léa sont prêts et je vous tiens au jus. Salutations a todos, j'espère que vous allez bien. C'est good. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Salut Estelle. Oh là là, Charlène Baraché. Salut Charles. J'espère que ça va. Salut à tous. Allez, ils sont là. Merde. Allez. Merde. Oh la vache. Eh ouais, on est deux, hein. Ah ouais, forcément. Non, on va régler ça. Ah, règle ça. Règle-moi le... Mieux? Ouais, ça va, impeccable. Ouais, c'est mieux. Eh merde. Mathéo, ça va? Ça va et toi? Ça va. On entend bien? Salut Léa, comment tu vas? Salut, ça va. Ça va, on se la régale ce confinement alors, comment ça se passe pour vous? Bah écoute, ça va, hein. C'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. C'est ça, ouais. On cuisine, lui il bricole, Eh mais où tu bricoles? Et je bricole, hein, faut bien s'occuper, hein. c'est sa moto. Putain, j'aurais pas cru Et ça. fais un peu de sport aussi. Un peu de sport, oui, j'ai vu. Putain, ce vélo avec la tablette coincée dans le frigo, ça c'est... C'est ça. Beau bricolage, ça. Ouais, On fait ce qu'on peut. Bon, écoute les enfants, je suis super content de vous avoir avec moi, hein, forcément, de vous avoir avec nous aussi. Donc forcément, voilà, vous connaissez un peu le principe de ce live, hein, on va parler de vous surtout. On va parler un peu de comment vous êtes mis au polo, on va parler de votre carrière, votre vie de couple forcément. Et après voilà, et on va parler aussi de l'équipe de France, on va parler de votre carrière au fur et à mesure, des choses importantes forcément qui ont compté dans votre vie. Et puis à la fin, on finira par un petit jeu sympatoche. Et puis voilà, et puis comme je le dis d'habitude, on va essayer de faire 1 heure. On n'arrive jamais à faire 1 heure, mais bon voilà, on va voir au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème technique pour l'instant. Il n'y a pas de problème technique, c'est fou. Donc on peut faire 1 heure. Voilà, touchons du bois. Donc du coup, alors on va commencer tranquille. Donc expliquez-moi un peu votre routine un peu du quotidien là depuis 5 semaines. J'imagine que ça doit être quand même un peu compliqué, mais bon, je pense que vous avez quand même trouvé quelques petits trucs là pour passer le temps, etc. Donc racontez-nous ça un petit peu quoi. Oui. Allez, non, on n'a pas trop le choix. On est confiné, on n'a pas le droit de sortir. Donc au début, on a fait quelques footings, on était un peu plus à l'extérieur. Et puis à Nice, ils ont un peu durci le règlement, on va dire. Donc à part pour faire des courses, de temps en temps aller marcher dehors, on sort pas beaucoup. Et du coup, passer 1 heure de sport par jour, 1h30 grand max, faut s'occuper. Comme Léa l'a dit, un peu de bricolage, beaucoup de Netflix. Tu m'étonnes. On peut commencer à revoir des séries, se mettre à jour. Il a bien voulu recommencer Breaking Bad pour que je puisse voir cette série. C'est vrai. Bon, en même temps, il y a le temps, quoi. Donc bon, pas grand chose à perdre, quoi. Ah là, il y a le temps de tout voir 1 fois, 2 fois, 10 fois, tout ce qu'on veut.
Bon, ben ça va, impeccable. Est-ce que vous vous êtes fait choper un peu par le drone à Nice, là, qui vous a dit rentrer chez vous? Non. Encore, non? Non, c'est assez calme au cours de chez nous. J'ai vu un reportage la dernière fois, c'était énorme. Le mec, il dit rentre chez toi, avec un drone au-dessus, le mec, il est là, il fait ce qu'il veut, lui. Bon, ça c'est incroyable. Bon, ben écoutez, ben parfait. Écoute, si tout le monde va bien et que ça se passe bien, c'est le principal, hein. Ouais, on a la santé, c'est le plus important, hein. Ouais, voilà, la santé. J'espère que toute la famille va bien, de chaque côté, des deux côtés. Tout va bien. Ouais. Bon, ben écoutez, c'est l'essentiel et puis voilà, c'est le plus important actuellement, on va dire, et c'est ce qui prime. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, on va commencer forcément par vos débuts. Voilà, que vous me dites un peu. Après, je vous connais moi personnellement et je sais pourquoi et comment, forcément. Mais voilà, forcément, les autres, pas forcément. Moi, j'aimerais que vous me racontiez un peu vos débuts, comment vous êtes venu water polo, pourquoi, et voilà. Et si forcément il y a eu, ça vous a plu d'entrée, vous avez décidé de faire ça, ou est-ce que vous avez commencé par un sport annexe, comme beaucoup de monde forcément, et vous êtes venu au polo plus tard, et comment ça s'est passé? Vas-y, on est en femme. Non, toujours. Moi, du coup, c'était le milieu des piscines, il était assez familier pour moi parce que ma mère, elle a joué longtemps. Elle était en équipe de France aussi. Et mon père, il entraînait, donc bon, j'allais tout le temps à la piscine et j'ai appris à nager super tôt et puis j'ai été jetée dans l'eau tout bébé. Sauf que mes parents, ils tenaient pas spécialement à ce qu'on fasse du water polo avec Mathias. Et du coup, j'ai commencé par du tennis, du judo, de la danse. Et puis après, arrivé en troisième, il a fallu que je choisisse entre le tennis et le water polo parce que j'ai choisi de faire le pôle au Crêpes de Nancy, même si mon père voulait pas. Et puis voilà, après du coup, je me suis lancée dans le water polo, que le water polo. Mais j'ai toujours bien aimé les autres sports aussi. Voilà. On va dire, ouais, tradition familiale, forcément. Et toi, Rémi, du coup? Ben, moi aussi, tradition familiale, hein, étant marseillais, mon père jouait au cercle des nageurs. Donc forcément, j'étais un petit peu destiné à ça. Mais bon, j'ai fait de la résistance avec un peu de tennis au début, un peu de foot. Et puis vers 12 ans, je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Hein. Et Michael disait que tu as fait de faire la moto. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il dit des conneries. Il est comme moi, c'est un motard. Donc si j'avais pu, ça aurait été un plaisir. Mais bon, malheureusement, non. Du coup, 12 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Et comme au foot, j'étais gardien. J'aimais pas courir, forcément. Ben, dans l'eau, c'est pareil. Hein. Même les joueurs de champ, ils aiment pas nager. Alors, ceux qui ont goûté aux joies du gardien non plus. Encore moins. Donc j'étais assez grand pour mon âge, donc ça a facilité aussi la découverte du sport. Et du coup, je suis resté dans la cage, tout simplement. C'est énorme parce que ça enchaîne parfaitement avec ma prochaine question, forcément. Issu d'une grande tradition familiale poloiste, autant pour toi, Rémi, que pour toi, Léa. Comment vous l'avez vécu étant plus jeune? Est-ce que, j'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours, forcément. Et est-ce que, voilà, comme tu dis, comme tu as dit, est-ce que vous avez fait beaucoup de résistance? Est-ce que derrière, forcément, il y a une petite poussette des parents? Ou est-ce que, au moment donné, vous vous êtes dit, vas-y, je fais ça parce que ça me plaît, ou je fais ça parce que voilà, parce que je suis déjà dedans, ou je change pas, forcément? Moi, ça a été assez compliqué parce que du coup, c'est mon père qui m'a entraîné pas mal d'années. Pas facile, j'imagine. Pas facile du tout. Moi, de mon côté, j'avais toujours cette espèce d'impression en arrière-plan d'être une imposture et d'être sélectionnée parce que c'était mon papa le sélectionneur. Et en même temps, c'est pas facile d'entendre les gens critiquer son papa, quoi. Donc ça me touchait beaucoup. Et puis après, l'influence des parents, je sais pas trop parce que moi, ma mère, elle a arrêté le haut niveau en étant vraiment en saturation. Ouais. Du coup, encore maintenant, que ce soit Mathias ou moi, elle nous donne souvent des conseils de pas trop en faire, de se mettre en repos, de pas trop forcer, etc. Parce qu'elle, elle a vraiment fait une overdose, quoi. Ouais. Donc du coup, elle est trop dans cette démarche-là de nous pousser. Elle préfère, je pense qu'elle préférerait qu'on fasse pas autant de sport en fait. Et après, mon père, il est toujours derrière nous puisque il est toujours dans le monde du water polo, etc. Donc Moi, on m'a pas du tout poussé.
J'ai fait un petit peu de résistance tôt, très jeune, mais après, à 12 ans, c'est venu naturellement. Et ça m'a plu. Alors évidemment, à Marseille, avec mon nom, il y a toujours eu une comparaison. Mais comme j'étais gardien, forcément, ça s'arrêtait là. Donc on pouvait pas comparer les performances ou quoi que ce soit. Mais ça a plus été un avantage et un plus qu'un inconvénient. Enfin, je l'ai jamais pris comme de la pression d'avoir eu mon père qui jouait à Marseille. Et après j'ai commencé et ça allait assez vite. Il y avait un entraîneur serbe à l'époque à Marseille, Staminic pour ceux qui connaissent. Et très tôt il m'a demandé de faire un choix. C'est un choix que j'ai fait que je regrette pas du tout. Et je suis devenu pro vers l'âge de 18 ou 19 ans. Et après, après le temps passe vite. Ça, une année après une autre, ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière au final. Et ouais, une grande famille de polo, tout ça. Il faut dire aussi que maintenant le frère de Lars est un beau-frère et vous jouez ensemble à Nice et que la sœur de Rémi est mariée avec un poloiste aussi. Donc, comme quoi, partie dans tous les sens cette famille. Et puis c'est énorme parce qu'en fait, c'est exactement la question que j'allais te poser derrière. Justement, est-ce que le fait de porter ce nom légendaire du polo français par rapport à ton père et surtout à Marseille avec un bassin qui porte son nom, est-ce que quand même forcément quand on est jeune, j'imagine que ça doit pas être évident. Est-ce que toi tu t'es mis forcément une pression particulière ou est-ce que comme tu l'as dit, forcément il n'y avait pas comparaison entre le poste qu'occupait ton père et gardien, mais forcément derrière quand tu arrives et que tu es le fils d'eux, j'imagine quand même que c'est pas doit pas être forcément non plus évident tous les jours. C'était pas évident, mais en plus Marseille étant un club privé, forcément quand on joue là-bas, on vit là-bas également. Et il y avait tous les membres du club qui avaient connu mon père, donc j'avais toujours cette cette écho ou cette aura autour de mon nom. Mais je me suis jamais mis de pression. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai évacué ou si c'est les gens qui m'en ont pas mis. Mais comme je l'ai dit, ça n'a jamais été un poids ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc ça m'a accompagné naturellement et je pense que ça m'a plus donné de force que l'inverse. Bonne chose alors. Très bonne chose, oui. Très bonne chose. Maintenant, Léa, toi, je voulais savoir justement, est-ce que forcément, comme tu l'as dit, avec une mère qui a fait du polo, un papa entraîneur, un petit frère qui a fait du polo, toi qui fais du polo, est-ce que ça a été facile tous les jours justement cette relation familiale à quatre dans votre évolution en tant que personne et en tant que poloiste? Oui, après on est une famille très 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 soudée, donc et on est tous très proches les uns des autres. Donc je dirais pas que c'est arrivé qu'il y ait eu des tensions par rapport au water polo, notamment avec mon père, j'ai des fois quelques petites frictions. Par exemple, quand j'ai voulu partir en Espagne, lui il m'a complètement déconseillé, on s'est beaucoup engueulé par rapport à ça et tout. Ouais, sérieux. Ouais. Ah et ouais. Ouais, si, il pensait que c'était pas bien, que je devais finir mon master. Les études en avant, les parents, c'est toujours comme ça. Bah ouais. C'est qu'en fait, le fait de m'engager trop dans le polo, ils avaient peut-être des fois des craintes par rapport à mes études, etc. Mais non, globalement, c'est plutôt quelque chose qui nous rapproche. Le seul truc, c'est que des fois, quand on se retrouve à 4 à la maison, ou même quand Rémi vient et qu'on est à 5, ma mère, elle en a un peu ras-le-bol qu'on parle que de polo. Donc on fait l'effort, quand elle est là, de varier nos sujets de conversation. Vous regardez les matchs quand vous êtes tous les 5 à la maison. Du coup, non? Vous le regardez quand maman est pas là, peut-être, non? Non, ouais, plutôt quand maman est pas là. J'imagine que ça va être énorme. Non, mais par exemple, j'ai comme souvenir votre qualif au jeu. Ouais. Nous, on était tous les 4 à Nancy, on regardait et on a tous pleuré, même ma mère. Et c'était un beau moment aussi. C'est agréable de pouvoir partager des moments comme ça, de ta passion et de pouvoir être compris par tes parents parce qu'ils comprennent le sport et tout. C'est vrai que c'est rare dans une famille où les 4 membres de cette même famille sont été dans le polo, quoi. C'est un truc de fou quand même. Ouais. C'est ouf ça. C'est incroyable, franchement, moi j'adore. C'est beau, c'est ça aussi le water polo. C'est ça qui est beau dans le water polo. Et moi j'adore.
Donc du coup, Rémi, forcément une question pour chacun et après une question à deux. Vous avez vu, j'ai bien fait les choses. Hein. Ça va pas de jaloux. Ouais, c'est l'habitude maintenant là, c'est le matelot chaud. T'as trop rondé un peu, je travaille. Écoute, on fait ce qu'on peut, petit à petit. C'est une nouvelle vocation, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout le monde commence à se chauffer, mais là, parce que je finis sur Bein au Canada et je pense que c'est mort. Rémi, pour toi, enfant du cercle, forcément, avec ton nom et tout, est-ce que ça n'a pas été difficile, justement, de partir du cercle à un moment donné et pourquoi cette décision? Voilà, j'imagine que forcément, te connaissant avec toute ta famille, tes amis, ça n'a pas dû être simple. C'était pas une décision facile. Alors de là à dire qu'elle était difficile ou compliquée non plus. Marseille, c'est un club, mais c'est avant tout une famille. Donc et en plus à Marseille, il y avait quasiment toute ma famille. Donc cet aspect-là a été comment dire le plus compliqué. C'est vraiment la perte d'une famille. Maintenant le côté polo, je suis parti, j'avais 32 ans, c'était après Rio. Donc pour moi, j'étais arrivé à un moment dans ma vie où surtout l'année pré-olympique a été très difficile, très longue et riche en émotions, mais épuisante aussi mentalement. Donc j'ai simplement senti le besoin en fait de voir quelque chose d'autre. Et Léa jouait déjà à Nice. Après c'est à 2 heures de voiture aussi, donc je m'éloigne pas à l'autre bout du monde de ma famille. Donc tu vois les je vois les conneries aussi de Dino, là, il s'arrête pas. Non, donc ça a été vraiment un choix mûrement réfléchi. Et il y avait en pesant simplement le pour et le contre, hein, j'avais plus de pour que de contre. Donc ça a été presque logique. Une bonne chose alors, c'est bien. Évidemment, après, quand on part de Marseille, on est Marseillais à vie quand même. Donc oui. Ah oui, forcément comme tous. Hein. Et bon après, j'imagine que forcément Marseille, le Cercle, forcément c'est une grande famille, c'est un très grand club. Et puis j'imagine aussi que voilà, peut-être de t'en sortir un peu, ça t'a fait peut-être un peu voir d'autres choses aussi. Oui, bien sûr, c'était comme je l'ai dit une nouvelle expérience. C'est pas non plus ça qui m'a le plus chamboulé, mais c'était simplement un besoin. Après, ça a pu je sais pas si on va dire choquer ou surprendre certains quand on connaît la rivalité Marseille-Nice des années 90-2000. Donc c'était ça le plus entre guillemets incroyable. Ouais. Mais après quand on est dedans, c'est professionnel. Donc on regarde le côté sportif, le côté personnel, la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Ta sœur qui dit allez reviens. C'est ça, c'est tous les jours j'y ai droit. Ah, tu dois lui manquer, c'est normal. Léa, pour toi, originaire de Nancy. Ah, ça, j'ai bien fait mon travail. Hein. Donc du coup, est-ce que pour toi aussi, forcément, j'imagine, avec papa, maman, comme tu dis, famille très soudée, très unie, est-ce que forcément ça a été dur pour toi de quitter un peu ce cocon familial, forcément, en plus vu que tu as commencé à Nancy, le polo, etc., avec ton père comme entraîneur, est-ce que forcément pour toi ça a été, on sait tous que voilà, tout ce que les parents à un moment donné, ça peut devenir envahissant, hein, et que de s'en aller c'est bien pour tout le monde, mais comment tu l'as vécu toi, tout ça? En fait, mine de rien, je suis partie à la fin de la 3e en internat, donc c'était pas non plus. Puis j'ai jamais voulu revenir habiter chez mes parents, même après le Crêpes. J'avais un appart à Nancy, donc je me voyais pas. Enfin, on se voyait pas plus que ça finalement. Même si on s'appelle souvent et on prend des nouvelles. Je suis pas non plus hyper attachée à être près d'eux absolument quoi. Bon là même si ça fait 2 ans qu'on se voit quasiment jamais et trop peu à mon goût. Et du coup quand j'ai eu la proposition pour aller à Nice, je me suis dit que c'était une bonne idée et en plus de ça il y avait une ambiance qui me plaisait plus trop au club de Nancy, donc j'avais envie d'aller voir un peu ailleurs. Puis ça n'a pas été spécialement difficile parce que j'habitais déjà plus avec mes parents depuis un moment. Ouais, donc, comme t'es parti jeune, j'imagine que tu t'es habitué. Une fois que plus mûr, tu as eu l'occasion, voilà, ça t'a pas forcément chamboulé la vie, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça va, Rémi, t'es passé de Marseille à Nice, pas trop dur non plus.
Ça va, des genres de voiture, hein. C'est pas très violence, quoi. Ça va, pour l'instant, c'est le Sud, c'est toujours bien. Ça change de Barcelone-Paris, par exemple. Ça, on parle pas. Non, c'est pas Barcelone-Paris. C'est Barcelone-Noisy. Barcelone-Noisy. Ça n'a rien à voir. Barcelone-Paris, Barcelone-Noisy, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc Rémi, une question pour toi maintenant. Forcément, après avoir joué au Cercle Nageur de Marseille pendant des années, avoir fait des Ligues des Champions, des Coupes d'Europe, gagné un paquet de titres, forcément, tu as toujours eu un rôle de leader. Tu as toujours eu au plus haut niveau. Est-ce que pour toi ça a été un gros changement et difficile de retrouver forcément aujourd'hui à Nice une équipe de minots, comme on dit à ton âge? Et est-ce que forcément ce changement un peu de, qu'est-ce qu'il dit? Le changement à Nice, Paris, oui. Tu vas gérer comment? Ouais, il y a beaucoup de questions depuis tout à l'heure, Rémi. On entend des rumeurs aussi. Je t'avais pas posé parce que ça les regarde pas, mais bon, on verra enfin si à la fin de l'interview si on lâche un scoop ou si on lâche rien. On verra. Donc ouais, du coup, est-ce que forcément pour toi, voilà, qui a connu forcément toutes les plus grandes compétitions internationales, Ligue des Champions, Championnat du Monde, Championnat d'Europe, Jeux Olympiques, qualif et compagnie, et arriver forcément aujourd'hui dans une équipe composée de jeunes, forcément, est-ce que comment tu l'as appréhendé, comment tu l'as géré? Je veux juste dire un truc, c'est que quand je suis parti, l'équipe à Nice, il y avait beaucoup moins de jeunes que ça. Il y avait beaucoup moins d'étrangers en France et elle était beaucoup plus compétitive que maintenant. En 3 ans, entre l'explosion des étrangers, le budget de certaines équipes, Nice n'a pas su suivre. Et c'est vrai que depuis 1 an, 2 ans, il y a beaucoup plus de jeunes. Après, c'est un parti pris du club. Comme je te dis tout à l'heure, je suis parti à 32 ans après avoir vu beaucoup de choses. Donc, ça faisait partie aussi des nouveautés que j'avais envie de découvrir. Et surtout, ça va de pair avec ma reconversion future. Je dirais pas pour quand, mais d'être entraîneur, on va en parler. Non, mais d'être entraîneur de rester. J'ai tout prévu, t'inquiète. Ouais, je vois ça. Non, mais du coup, c'est vraiment c'est un rôle différent, de leader également, mais il y a plus une question de, comment dire, de transmission au quotidien, de vraiment aider les jeunes joueurs. Donc, ça m'a plu en fait comme challenge et comme expérience. Et je pensais que c'était une bonne transition avec l'après waterpolo. Donc pourquoi pas mêler un peu des deux encore quelques années. Et est-ce que forcément justement aujourd'hui, toi qui viens du Cercle et forcément toi et moi, comme à l'époque au Dauphin, on a été forcément baignés dedans par rapport aux vieux qui éduquaient les jeunes, est-ce que pour toi forcément aujourd'hui c'est quelque chose d'important de transmettre ce genre de valeurs? Et est-ce que tu penses que c'est vraiment important dans le polo aujourd'hui de perpétuer tout ça? Oui, alors après on dit souvent que le sport c'est une école de la vie, donc il y a des valeurs à transmettre. Ça c'est les mêmes dans le sport que dans la vie, que ça soit l'honnêteté, la persévérance, la ponctualité. Je sais pas si on peut pas appeler ça une valeur, mais c'est tout le respect bien sûr, toutes ces valeurs à transmettre. Donc on essaye les plus vieux entre guillemets de les transmettre au quotidien. Et en plus de ça, on essaye de pousser aussi les jeunes vers le sport de haut niveau. Et par rapport à quand j'ai commencé il y a longtemps maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans le sport, dans la société actuelle. Et je me rends compte de plus en plus qu'on ne peut pas forcément transmettre les valeurs qu'on a reçues, qu'on nous a transmises aussi facilement. Et du coup, c'est un travail au quotidien, c'est une expérience au quotidien et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc pour l'instant, je m'y plais et on continue d'essayer. Justement, tu me parles de valeurs et des valeurs qu'on a apprises nous en tant que jeunes, quand on est avec des vieux. Qu'est-ce qui pour toi a changé et qu'est-ce qui pour toi est devenu peut-être une problématique justement dans la formation des jeunes et ce manque justement peut-être de repères et d'accepter justement cette transmission pour pouvoir évoluer dans le polo? Il y a beaucoup de choses en 30 ans qui ont changé. Hein. Non, je pense que c'est simplement la société. On voit aujourd'hui, tout est une question d'apparence. C'est les réseaux sociaux, c'est les likes, les ci, les là. Et il y a tout qui est facile entre guillemets. J'ai pas envie de dire que la vie est facile, mais pour les plus jeunes, je sais pas si
à Nice, notamment à Marseille, peut-être dans d'autres clubs, je trouve que les jeunes qui font du sport viennent d'un milieu relativement aisé, sans souci. Et en fait, on dirait que tout leur est tombé naturellement entre les mains dès leur plus jeune âge. Et dès qu'ils se retrouvent face à des difficultés, en fait, ben c'est des excuses ou on s'échappe, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça qui est compliqué à transmettre. Il y a dans les années 80-90, que ce soit les jeux vidéo ou même le quotidien, quand on n'arrivait pas à faire quelque chose, ben on continuait à essayer. Et tant qu'on n'y arrivait pas, ben on se démerdait. Hein. Aujourd'hui, dès qu'on est en difficulté sur quelque chose, il y a toujours une recherche Google, un tuto, une vidéo, quelque chose comme ça qui nous tombe tout fait entre les mains. Et je pense que c'est pas la solution, hein. C'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons qui font que bah il y a ces jeunes perdent un peu ce goût du jeu, de la découverte par soi-même. Et à la première difficulté, ben c'est ça, ils arrêtent tout simplement, ou ils cherchent quelque chose d'autre, ou peut-être ils ont aussi d'autres désirs, je sais pas. Ils ont moins de passion que ce qu'on avait avant, mais c'est pour moi c'est triste à voir. Hein. Alors après ils sont pas moins heureux que nous, hein, mais pour moi c'est quelque chose de problématique dans le water polo actuel. Et c'est pareil en Europe, d'après ce que j'ai entendu en discutant avec d'autres joueurs, d'autres pays. Donc c'est pour ça que je dis que je pense, c'est social. C'est la société d'aujourd'hui qui fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on en discutait la dernière fois avec Michael et d'autres, et même Enzo et Guillaume, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces jeunes qui font du sport, même les jeunes pour toi, Léa, je pense, viennent plus forcément au polo par tradition familiale et par passion, par réel intérêt et amour pour ce sport, et que autant nous on a eu la chance d'avoir des idoles devant nous qui nous ont guidés, qui nous ont accompagnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui eux c'est pas du tout la même. Et je faisais un constat il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait aujourd'hui tu te rends compte que tu regardes énormément d'équipes. À l'époque tu avais 12 vieux et 2 jeunes, et forcément les jeunes étaient en infériorité numérique et devaient forcément mériter tout ce qu'ils devaient avoir dans cette équipe pour avoir le respect justement des anciens. Et aujourd'hui tu arrives, tu te trouves, tu as 12 jeunes et 2 vieux. Et forcément, comme ils sont supérieurs en nombre, forcément, quand tu essaies d'imposer quelque chose, ben, forcément, c'est dur derrière de les faire décoller, et c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve ça très compliqué, ouais, moi aussi. Léa, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à Mataro? Pourquoi Mataro? Pourquoi tu as décidé de partir et comment ça s'est passé là-bas? Forcément, on a eu Audrey Dolé qui nous a raconté un peu son expérience musclée, d'après toi, apparemment, vu que t'aimes bien. Mais ça, est-ce que tu peux nous raconter? Marie Garceau, papy! Ah, c'est gentil ça, dis donc. Allez, commence. Comment ça s'est passé? Bah moi, c'était pas du tout dans mes plans de partir en Espagne. Putain, voilà. Quelle question là? Oh putain la vache! Ouais, calmez-vous le chat! Calmez. On se traîne! Oh, c'est calme! On sait pas foutre la merde là. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ces questions là? Oh la vache. Bon, on oublie. Cette question on n'a pas. Hop, top. On n'a pas dit. On va dire continue. Ouais, du coup, j'avais pas du tout planifié d'aller jouer à l'étranger. Il me restait encore un an pour finaliser mon master. J'étais installée avec Rémi à Nice, etc. Et en fait, il y a l'entraîneur et l'assistant qui sont venus voir jouer Audrey au tournoi de Canet en Roussillon. Et puis il se trouvait qu'ils avaient aussi besoin d'une défense pointe, et du coup ils m'ont proposé une première fois, j'ai dit non, une deuxième fois j'ai dit non, Troisième fois. et ouais, bah c'est parce que moi j'avais même pas envisagé que ça pouvait se faire. J'avais peut-être imaginé l'année d'avant aller jouer en Italie ou faire que les matchs et tout, mais c'était trop compliqué, donc je m'étais un peu résignée à pas faire d'expérience à l'étranger. Et puis finalement, le fait qu'il y ait Audrey, je pense, qui est quand même une de mes meilleures amies, qui viennent, le fait que à chaque fois que je disais telle chose me pose problème, l'entraîneur elle me disait d'accord, on fait ça. Je disais oui, mais j'ai des cours, j'ai mon mémoire, je dois faire des recherches et tout, interviewer des gens pour mon mémoire. Ok, tu peux retourner une fois par mois chez toi si tu veux. Enfin il y a très tout. Les Espagnols sur ça, franchement. Ouais. Et du coup, je me suis dit allez, hein, on va tester. Et après c'était une très bonne année, je regrette pas du tout de l'avoir fait.
J'ai eu des petits coups de mou parce que j'ai eu quelques soucis familiaux, ce que je craignais un peu en partant à l'étranger, qu'il y ait des trucs qui se passent quand j'étais pas là. Et du coup, ça m'a un peu mis un coup derrière la tête. Rémi aussi qui me manquait pas mal. Et sinon, j'ai rencontré des super, j'ai rencontré des super filles. J'avais une équipe en or, franchement. Je garde des super souvenirs. On a trop rigolé. On a vécu aussi pas mal de belles expériences en match, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Et puis j'ai découvert aussi une autre manière de vivre, que ce soit à la piscine ou hors de la piscine, quoi. L'art de vivre à l'espagnol. C'est vrai que t'as les crescendo dans le mode de vie, toi. Tu es quand même passé de Nancy à Nice, avec quand même la plage, la mer, et là, t'es passé sur la piscine, sur la plage, quand même. C'est ça. Ouais, dans le cadre, et le club, il est magnifique. On mangeait trop bien. Non, c'est vrai qu'on mange bien, ça, je sais. Et du coup, est-ce que, voilà, pour toi, quelles sont les caractéristiques du jeu espagnol? Est-ce que pour toi, ça a été une difficulté de t'adapter, ou est-ce que tu t'y es fait petit à petit, et quels sont, par exemple, voilà, on en parlait aussi avec Audrey, hein, mais vous avez pas le même jeu, mais pas le même poste non plus, hein. Quelles sont, justement, les différences avec le jeu en France? Moi, ça m'a assez perturbée, un peu comme Audrey, sauf que je pense que je m'y suis moins bien adaptée. D'accord. Pourquoi? Déjà, le fait de s'entraîner que 2 fois par jour dans l'eau, et par contre de faire des muscus très très lourdes, ça modifie un peu, je pense, ma condition physique. Je me sentais, en même temps, je revenais d'un an de pôle à Nice, où Florian était descendu à Nice, donc vraiment, on a travaillé très très dur et très très longtemps par jour. Et du coup, tellement l'habitude d'être 5 heures dans l'eau par jour, plus les muscles et tout, que ça m'a fait une espèce de rupture de rythme. Et je me suis sentie moins bien en jambes, moins bien en natation. Je pense que là où ça m'a beaucoup servi, c'est en expérience de jeu, et le fait aussi de pratiquement toutes les 2 semaines aller jouer un match d'entraînement Sabadell, donc avec Maïka et Paula à l'époque, qui sont quand même les deux tours jumelles dans les meilleurs du monde. Ouais, donc, je pense que les deux peuvent jouer en mec, elles se démerderont, c'est sûr. Ouais, c'est clair. En plus, à l'entraînement, nous, on avait la pointe américaine, la Brigitta Games, qui est aussi un bon gabarit, donc je progressais quand j'étais sur elle à l'entraînement. Tu m'étonnes. Et par contre, je pense que j'ai perdu aussi en technique, parce que étant défenseur, moi j'ai encore besoin de faire mes petits mouvements, d'avoir des automatismes et tout. Donc ça, j'avais un peu perdu là-dessus. Et puis je pense que en Espagne, les défenseurs pointes, on n'attend pas la même chose d'eux qu'en France. En tout cas, chez les filles, ils ont vachement une culture le défenseur, il est un peu là pour prendre ses 3 fautes en cas de pépin. Moi, j'avais plus l'habitude de dire que, comme je jouais 4 périodes par match en France, fallait pas que je prenne mes 3 fautes. Du coup, j'étais plus dans l'esquive, bloquer, créer un point d'appui, laisser tomber la fille, etc. Alors qu'en Espagne, c'est plus, tu restes devant le plus longtemps que tu peux. Une fois que t'es derrière et que la balle arrive, tu te fais sortir direct sans essayer quoi que ce soit. Du coup, ça m'a un peu perturbée, mais bon, je m'y suis faite à la fin. Et je shootais pas assez aussi pour les Espagnols. C'est vrai que c'est complètement une autre façon de jouer, forcément. Je voulais justement poser la question à Rémi par rapport à conversion. Hein. Je voulais un peu, voilà, que tu me dises un peu ton sentiment, parce que forcément, t'es venu voir jouer Léa. Franchement, tu l'as vu évoluer à Nice aussi en France. Je voudrais un peu que tu me donnes aussi ton sentiment un peu extérieur en tant qu'entraîneur par rapport justement à ces deux philosophies de jeu, par rapport à ce qu'elle disait. Surtout chez les filles. Hein. Ouais, voilà, chez les filles. Après, sur les mecs, on en développera toi et moi, mais après ça. Ouais, ça te rejoint un petit peu. Hein. C'est le débat d'après, de toute façon, t'inquiète. Après, faut remettre dans le contexte, en passant de Nice, où elle jouait forcément 4 périodes obligatoirement à tous les matchs, en équipe de France quasiment, en Espagne, où il y a par club à Barcelone 2, 3 champions d'Europe, champions du monde, des filles avec beaucoup d'expérience.
Et au-delà de ça, le niveau moyen des filles en Espagne, il est 1000 fois plus élevé qu'en France. Donc c'était vraiment un autre rôle et un autre water-polo pour Léa. Et maintenant, pour vraiment parler du jeu, bah c'est ça, hein, c'est le niveau moyen en fait, il est beaucoup plus élevé qu'en France. Donc ça va plus vite, ça joue mieux, c'est plus fort, c'est tout en plus en fait. Estelle Millot, pointe, défense, pointe, Anif. Elle fait tout. Ouais. C'est ça, voilà. Elle fait tout. Donc du coup, pour toi, tu n'as pas forcément apprécié, voilà, apprécié. Non, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a perturbé parce que c'est pas le même effort de faire 32 minutes. Je pense que inconsciemment, même si tu veux être à fond et que tu dois jouer 4 périodes, inconsciemment tu te gères un peu. Et puis là, on te dit bon bah tu fais 4 minutes par période, donc moitié du match quoi. Donc faut modifier sa manière de voir le truc quoi. Mais c'était hyper intéressant. Hein. D'ailleurs, ça amène au prochain débat, justement. Toi, Rémi, qui a connu beaucoup d'écoles, forcément, t'as connu l'école serbe, t'as connu pas mal de choses. Et toi, du coup, Léa, t'as connu un peu les deux. Pour vous, voilà, en tant que poloiste, avec votre vécu, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre un peu polo idéal par rapport à tout ça? Est-ce que pour vous, forcément, aujourd'hui, c'est encore utile, parce que c'est un gros débat aussi qu'on a soulevé il y a pas longtemps avec Mike, entre forcément s'entraîner 5 heures le matin, 5 heures le soir, nager 10 bornes, et forcément axer la préparation sur un peu plus pas cohérence, mais d'aller plus vite comment t'appelles ça, au qualitatif. Ouais, je pense, c'est un très long débat. Qui en plus est, je trouve, remis en question avec les nouvelles règles depuis l'an dernier. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu espagnol. Alors est-ce qu'il faut forcément aimer leur philosophie qui va avec? Je sais pas. Mais on voit qu'avec les nouvelles règles, et déjà depuis quelques années, ils avaient vraiment un jeu qui était beau à voir, qui était ordonné, il y avait de la tactique, il y avait de la technique, il y avait de tout, il y avait énormément d'engagement. Et je suis content qu'ils aient pu concrétiser leurs efforts au quotidien qu'ils font depuis 10 ans en Espagne. Tu l'as dit très souvent sur la formation et tout ça, qu'ils puissent le concrétiser même s'ils n'ont pas gagné un titre encore, qu'ils puissent le concrétiser avec des médailles régulières surtout, parce que au final ils faisaient de temps en temps une médaille, mais c'était une tous les 4 ans ou 5 ans, et là ça fait 3 compètes je crois qui sont sur le podium, qui sont en finale. 3 finales d'affilée. C'est ça, 3 finales d'affilée. Donc après, ça va avec leur jeu depuis des années en fait. Alors je pense que ces nouvelles règles les ont entre guillemets avantagés parce que c'est fait pour les équipes plus mobiles, plus rapides. Donc forcément, ça désavantage un petit peu les pays de l'Est, même s'ils sont encore là. On a vu avec les Hongrois. Mais non, c'est vraiment la philosophie qui est hyper intéressante sur le jeu, la mobilité, la vitesse et les entraînements qui ne durent pas 8 heures. Toute la famille qui s'y met maintenant, putain! Toute la famille qui s'y met là, c'est incroyable. Calmez un peu là. Donc oui, donc tu vois. Je crois qu'ils ont bien travaillé. Répondre, ça, lui parler. Je peux pas répondre. Non, ils ont un réservoir incroyable à Barcelone, hein. C'est ça aussi le secret. Hein. On l'a perdu. On l'a perdu. Oh la vache. Ouais, donc, et justement, forcément, je voulais ton sentiment sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, forcément, avec les nouvelles règles, ce jeu qui a dominé le polo mondial des Serbes, très tactique, très technique pendant au moins 5 ans, je crois. Pendant 5 ans, ils n'ont pas perdu un match. Qui est aujourd'hui un peu mise à mal avec ces nouvelles règles. Est-ce que tu crois que justement cette philosophie peut perdurer, ou aujourd'hui il faut peut-être un peu se tourner justement sur un changement pas radical, forcément, parce que comme le disait Mike, en Italie ils sont toujours à la pointe justement de la défense par rapport à ça, et c'est ce qui les aide beaucoup. Mais après forcément tu te rends compte que les Hongrois sont toujours là, mais que les Hongrois ont toujours un peu ce style de polo, sans forcément être très très tactique non plus. Non, ils avaient la vitesse et le gabarit en plus. Donc sur l'histoire, c'est eux la plus grande nation du polo. Après, les règles elles ont qu'un an, donc il faut voir si les Espagnols, les Italiens par exemple, qui sont plus basés sur la mobilité, la tactique,
est-ce que ça leur a profité direct parce que les autres équipes n'avaient pas eu le temps de s'adapter, ou si, comme à chaque fois, les changements de règles, il y aura les Serbes, les Hongrois, les Croates qui vont, peut-être qu'ils vont mettre un peu plus de temps à s'adapter, mais ils auront toujours ce physique supplémentaire par rapport aux nations de l'Ouest. Et même si ça va durer 1 an ou 2, qu'ils vont finir par reprendre le dessus par la suite, je pense que le temps nous le dira. Mais en tout cas, c'est sûr que ces règles, elles font la part belle à la vitesse, au déplacement, à la polyvalence des joueurs également, à la rapidité d'exécution, et moins aux 2 m 05 et 115 kilos. Donc si dans 5 ans ils nous sortent des mecs de 2 mètres mais qui nagent aussi vite que les Espagnols, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tout à fait d'accord avec vous. Et toi Léa, ça se passe comment chez les filles? Quoi? Ouais, la Serbie va revenir grâce à une arme secrète, mais tais-toi, jamais ils te naturaliseront, toi, tu le sais, trop bronzé, gros. Donc du coup, Léa, qu'est-ce que ton point de vue, toi, par rapport aux filles, justement, vu que tu es depuis pas mal de temps en équipe de France, et que vous avez quand même une ascension depuis 2-3 ans qui est très bonne. D'ailleurs, cette qualification au TQO le prouve, avec votre ascension aussi dans le classement mondial et européen. Quel est ton sentiment par rapport à ça, toi, chez les filles? Par rapport aux nouvelles règles? Par rapport aux nouvelles règles, par rapport à forcément... Après, chez les filles, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu te rends compte que c'est quand même très ouvert entre les Américaines, les Espagnols, les Hongroises, les Russes, les Italiennes, les Hollandaises. Il y a toujours un échauffouré entre les 6. Tu sais jamais laquelle va gagner au final, même si les Américaines dominent depuis Rio. Ouais. Mais ouais, forcément, c'est vrai que chez les filles, c'est un peu plus compliqué. Mais justement, est-ce que tu penses que les règles ont aidé à changer certaines choses ou à renforcer plutôt des équipes qui étaient déjà très fortes? Je pense que c'est un peu comme chez les mecs en fait, parce qu'il y a des équipes qui jouaient vachement sur les gros gabarits, etc. Et l'hyper spécialisation de certains postes, notamment des postes de l'axe. Et du coup, les nouvelles règles, elles ont vachement favorisé les équipes les plus mobiles, qui jouaient le plus en mouvement, etc. Après, chez les filles, c'est quand même plus mobile que chez les mecs globalement, parce que comme on n'a pas la même force de frappe, le même shoot, etc., il faut créer un mouvement avant de provoquer un shoot, souvent. Parce que des fois, certaines équipes de garçons n'ont pas à faire parce que ils ont la puissance pour aller au shoot en pressing, à la gorge, etc. Ça dépend. Donc, les mecs. Moi, je vois des filles qui shootent plus fort que les mecs, certaines. Il y en a quelques-unes. En équipe nationale, je sais pas. En équipe nationale, voilà. Moi, j'ai vu certaines Russes, certaines Hollandaises, certaines Hongroises envoyer des pépites de 10 mètres. Certains garçons sont pas capables d'envoyer. Aussi. Mais globalement, comme le jeu des filles est déjà en mouvement, alors il y a des équipes qui commençaient à jouer un peu plus statique, comme un jeu plus masculin. Mais là, du coup, j'ai l'impression qu'on revient à un truc beaucoup plus en mobilité, parce que avec toutes les exclusions qui sont données hyper facilement et les nouvelles règles, du coup, ça favorise vachement le mouvement. Et je trouve ça pas plus mal, parce que c'est plus joli à regarder, je trouve, quand il y a du mouvement. Après, il y a le débat sur la défense pointe, parce que moi, c'est ce qui me concerne directement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fautes qui sont données et qui privilégient l'attaque. L'attaque, ouais. Du coup, peut-être que le combat, il est un peu moins égal, parce qu'il y a une grosse balance qui est donnée à l'arbitrage, et va falloir s'adapter à ça. Après, on s'adapte à tout, hein, mais... Alors, un peu le chat, là, vite fait, Maï qui nous dit le plus beau couple de poloistes ever, de mignon. Aurore Sacré qui nous dit c'est pas l'avantage des Italiennes, et plus des Russes et des Espagnols, apparemment. Ouais, c'est vrai. C'est les équipes les plus mobiles, quoi. Les Italiennes, elles sont moins vives, on va dire. Forcément. Du coup, on va parler de l'équipe de France un peu. Forcément, tous les deux, vous êtes encore en équipe de France. Il fallait bien y arriver. Oui. Rémi, forcément, toi qui as été aujourd'hui de toutes les épopées, j'ai envie de te dire. Tu as vécu les sous-bassements jusqu'au... C'est ça, le grand écart. Voilà, exactement, jusqu'au grand écart. Tu as vécu le grand écart. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça? Moi, j'ai envie surtout que tu me parles de l'après-Rio, parce que forcément,
tout ce qui est avant Rio, toi et moi, on l'a vécu et je pense que beaucoup de monde l'a vécu aussi. Et c'est vrai que moi, personnellement, depuis l'après-Rio, je comprends pas tout. Je comprends pas tout ce qui se passe forcément dans ce polo international et français, notamment voilà aussi avec l'épisode Hervoy, derrière l'épisode Nenad, derrière l'épisode On met des jeunes, derrière l'épisode forcément on rechange d'équipe, etc. et tout. Ça a été un peu un méli-mélo, je trouve, du fonctionnement sur l'équipe de France. Et malgré tout, vous avez failli quand même créer la surprise. Bon, il y a ce match contre ces cons de Géorgiens qu'on parlera pas parce qu'il est vraiment tellement controversé. Et puis comme tout le monde dit, c'est un premier match de championnat d'Europe, t'arrives, t'as quand même la traquette. Il y a des choses qui marchent pas et forcément on peut pas se baser sur ce match-là. Et moi, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a plu, c'est les matchs que vous faites derrière contre l'Italie, derrière à regagner comme c'est un peu une période basse qu'on a eu, une période creuse où vous regagnez encore la Hollande, la Roumanie, tout qu'on reperdait encore régulièrement. Comment un peu tu expliques tout ça et comment tu vois un peu tout ça de ton œil à toi qui est quand même gardien et qui a quand même un œil extérieur aussi? Ben, pour revenir sur l'après-Rio, enfin ce qui est bizarre pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore dans l'après-Rio en fait. 4 ans après, il n'y a pas eu de virage à 90 degrés effectué par, je peux dire la fédération, mais par le water-polo en général. Et du coup, on n'a pas vraiment fait ce passage de témoin d'après-Rio. Alors il y a encore, je vais pas dire de bêtises, la moitié de l'équipe qui était à Rio, mais l'année après, avec Hervoy, comme tu as dit, il y avait encore 11 joueurs sur 13 de l'équipe qui étaient à Rio. Il y avait que Pétard et John qui avaient arrêté. Donc on dirait que on laisse un peu les choses se passer, qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout préparé l'après, comme tu l'as dit, et du coup on se retrouve avec un peu perdu avec cette équipe de joueurs qui en a encore sous le capot, si on peut dire, et quelques jeunes qu'on a laissé un peu à l'abandon, qu'on n'a pas vraiment préparé. On est revenu avec énormément d'étrangers en France, donc la génération Rio qui a connu les 3 étrangers, qui a pu s'aguerrir au championnat de France, a joué énormément avec comme tu l'as dit la dernière fois, des étrangers de très grande qualité, qu'il y a encore aujourd'hui bien sûr. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu cette transmission de témoins entre 2 générations. Il y a une génération qui a sauté en fait. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se cherche encore. Mais malgré tout ça, il y a de la qualité. C'est ça c'est le positif, hein, c'est que il y a des jeunes ils sont très peu nombreux, mais ils ont énormément de qualité. Et c'est à nous, fédération et anciens joueurs, de les accompagner pour être le plus performant possible. Et on l'a vu depuis 2-3 ans que sur des matchs, c'était possible. Hein. La Géorgie, on va pas revenir dessus, mais on va plutôt se focaliser sur ce qu'il y a eu après, le positif contre l'Italie, la Grèce. Et on voit qu'on peut vraiment très bien jouer par moment et très mal par d'autres. Ça, c'est, j'ai l'impression, la maladie française. Et c'est monter très haut et descendre très bas très rapidement. C'est peut-être un reflet de l'ambiance générale, je dirais, de la situation actuelle du polo français, qui se reflète naturellement ou pas naturellement sur l'équipe de France. Mais ça part de tout en bas et ça se voit tout en haut, parce que on te l'a dit 1000 fois, je pense, si les fondations elles sont branlantes, ça secoue en haut, quoi. Et donc on se permet d'accrocher quelques nations qui sont bien meilleures que nous par moment, et parfois on perd la Géorgie, donc un manque de confiance, un manque de vécu ensemble, une trop grosse différence d'expérience, je dirais, pour ce groupe. Qui fait que on s'est retrouvé 13e à Budapest, repêché pour le feu TQO. Je sais pas ce que sera la suite, mais le potentiel est là. Après, c'est vraiment l'exploiter comme il faut. Et je crois que c'est notre problème depuis 20 ans de toute façon. Il y a un potentiel, mais si on peut pas l'exploiter, ça sert à rien. C'est ça, comme tu dis, depuis 20 ans. Et moi, ce qui me frappe, encore une fois, j'avais discuté, je sais plus avec qui la dernière fois, mais c'est que moi, à mon époque, quand j'ai commencé en 99, c'est vrai que tu n'avais pas un mec de plus de 28 ans en équipe de France. Et aujourd'hui, que tu as la chance d'avoir des mecs de plus de 30 ans qui peuvent justement faire cette formation des jeunes et les accompagner, forcément, tu te rends compte qu'il y a eu un coup de ciseau là-dedans et qu'il n'y a pas eu cette discussion pour savoir qui voulait peut-être continuer, qui avait surtout les cannes pour continuer et quel
et qu'il y avait derrière justement de potentiel pour entrer dans cette équipe, quoi. Moi, ce qui est dommage, c'est comme tu dis, c'est que il y avait de la qualité, on a sacrifié des jeunes forcément parce que pour moi, on les a mis direct dans le bain et on leur a dit allez-y, démerdez-vous, vous devez avoir le même niveau que les anciens qui sont dans cette équipe et arriver à maintenir le même niveau, mais les gamins qui n'ont pas connu, qui n'ont jamais connu, par exemple, un championnat d'Europe ou quoi, et qui ont aujourd'hui un bon niveau élite et qui se retrouvent en équipe de France, ils disent putain mec, ça va trop vite pour moi, je suis pas prêt, quoi. Et forcément derrière, arriver, et on peut dire aussi les tout débuts de Nenad avec cette très jeune équipe où on a pris pas mal de caisses, notamment nous aussi quand on était jeunes, quand on a des mots. Moi je me rappelle un 19-3 contre les Hongrois. Mec, j'ai dit c'est bon, vas-y, j'arrête le polo, on va s'arrêter là. Mais donc, est-ce que forcément, il y a eu, c'était compliqué quand même? Non, c'est sûr, il y a toujours eu des périodes, même avant Rio, hein, on prenait 20 buts par les Espagnols tous les jours à l'entraînement. Hein. À Olympiakos, la même chose. Hein. Donc c'est vraiment cette culture française du water polo qui fait que on a du mal toujours à comment dire, à passer les années et à même si on part pas de très 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 haut, à avoir une progression constante en fait. Et emmagasiner l'expérience, transmettre l'expérience, apprendre de ses leçons, de ses erreurs plutôt, et progresser et essayer d'aller toujours vers le plus haut possible. En fait, nous on fait un zigzag entre un coup ça va, un coup ça va pas, on fait quelque chose de bien, on sait pas pourquoi on l'a fait bien, on fait quelque chose de mal, on l'oublie. En fait, ça fait des vagues et l'équipe ou les équipes de France suivent un peu ce rythme, ce mauvais rythme qu'on a. Et alors après la cause, on va pas en parler parce que ça pourrait durer 15 heures. Mais non, voilà. On fera des lives sur ça peut être super intéressant. Je pense qu'on la connaît tous la cause principale, c'est qu'il y a un manque de direction. Ou d'équipes dirigeants qui voient à 10 ans ou 15 ans en avant et qui dit on va passer par là, ça va être dur, il faut faire ça. On fait au jour le jour et on voit. Complètement d'accord. C'est le plus gros problème de tous les clubs aujourd'hui en France, hormis pour moi Marseille, qui l'a prouvé avec ce plan mis en place pour aller chercher cette Euroleague. C'est-à-dire que trop de, comme tu dis, ça part de la base. Et trop de clubs aujourd'hui en France, ils font des saisons one shot. C'est-à-dire, cette année, on va prendre une équipe avec 14 joueurs. Et si l'année prochaine, ça marche pas, on en changera la moitié, on reprendra 14, on reprendra l'entraîneur et on verra comment ça fonctionne. Donc forcément, c'est juste pas possible comparé à des pays qui ont une solidité, une régularité depuis 20 ans et où justement, c'est la pérennisation de tout ça qui compte et justement l'identité du club et ce que le club reflète au niveau du polo qui est la plus importante. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas ça, on s'en sortira pas. On est tout à fait d'accord sur ce sujet. Ouais, non, c'est ça. Il y a tout. C'est pas un sport de culture française, le water polo. Et en plus, il n'y a pas une base financière solide et saine. Donc, s'il nous manque ces deux choses, c'est encore plus chez les filles, comme dit Léa, qui sont amateurs en France totalement. Et qui ont besoin d'un plus d'accompagnement. Et si on n'a pas ces deux choses, on peut pas avancer et le moindre détail peut nous faire trébucher. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué et la moindre décision va avoir d'énormes conséquences sur le water polo. Totalement. Léa, on va parler des filles. Justement, je voudrais savoir un peu comment tu as vécu un peu ce retour à Nice après une saison à Mataro. Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? Est-ce que finalement tu as retrouvé ce qui t'a manqué un peu en Espagne par rapport au travail que tu dis? Et on va parler de l'équipe de France forcément de ce qui a changé, depuis 3 ans pour vous amener justement à progresser. Forcément aussi votre situation, les filles en polo en France. Pour bien mettre le doigt dessus, il faut dire ce qui est plus que précaire et pas facile. On en parlait la dernière fois avec Audrey, parce qu'on vous demande exactement le même niveau d'investissement pour les mecs, pour 2 fois, voire 3 fois moins, voire 4 fois moins de retour derrière en termes de salaire, en termes de frais, sachant qu'aussi en plus plus que nous, forcément, vous devez compter sur les études et votre reconversion pour vous en sortir. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Et vous inquiétez pas, dans 5 minutes, ça va couper, on se reconnectera. Donc, je vous dirai, et on se reconnectera, on finira de parler de tout ça.
Il y a beaucoup de choses dans ce que t'as dit. Alors, dans l'ordre, mon retour à Nice. Ouais. Question multiple. Dans mon retour à Nice, ça s'est super bien passé. J'étais ravie de retrouver mon petit cocon perso. Après, on a fait le choix avec Estelle de pas aller à l'INSEP, de rester à Nice en ayant comme objectif quand même d'avoir un bon projet qui tienne la route. Donc on s'est entraîné toute l'année avec les garçons, avec Sam. Et franchement, c'était super. On n'a jamais à aucun moment été lassés. On apprenait tout le temps. On devait toujours faire l'effort de se concentrer un petit peu plus que d'habitude pour être au même rythme qu'eux, pour pas être déboulé parce qu'on manquait de rythme par rapport à des garçons, c'est normal. Même quand il y a des 60-60. Il y a certaines séries où on était devant quand même, hein. Devant certains, pas tous. Mathias est toujours loin devant. Les brasseurs. Non, mais du coup, je pense qu'on a vraiment fait une bonne équipe, Estelle et moi. On s'est greffé sur le groupe des garçons, on allait même en vidéo avec eux, etc. Donc c'était hyper enrichissant. Et on retrouvait l'équipe de France avec plaisir et les matchs de championnat aussi, parce que c'est pas pareil de jouer avec des filles et des garçons, évidemment. Donc en fait, on n'était jamais lassés parce que quand on en avait marre des entraînements quotidien, le fait de jouer avec soit notre équipe de club et des filles, soit d'aller en stage équipe de France, ça nous faisait de la nouveauté, un peu d'air nouveau. Et franchement, on a bien géré notre année, je trouve. On a bien travaillé malgré le fait qu'on soit pas allé à l'INSEP. Après, qu'est-ce que je devais dire? Il y avait cette ascension d'équipe de France justement parce que après de ce que j'ai vu, il y a forcément beaucoup de jeunes qui sont arrivés, beaucoup de jeunes de talent qui sont venus rajeunir un peu cette équipe. Je voulais un peu que tu me dises un peu comment tu perçois toi le water-polo en France et forcément la place des filles dans ce water-polo forcément évidemment. On va dire que le water-polo en France, c'est déjà pas évident, pas médiatique, pas connu. Encore des gens qui savent pas ce que c'est comme sport. Alors le water-polo féminin, c'est encore pire parce que globalement le sport féminin il est moins médiatisé et moins mis en avant que le sport masculin. Le fait d'avoir été en Espagne, ça m'a fait prendre conscience quand même encore plus du gap énorme qu'il y avait entre la France et l'étranger. Parce que, en France, on nous demande de nous entraîner 5 heures par jour pour être meilleur, etc. De travailler aussi sur un physique qui, en tout cas pour nombreuses d'entre nous, est pas facile à assumer quand on est hors sphère sportive. Parce que pour les mecs, c'est valorisant, mais pour nous, des fois, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Forcément. Donc de nous entraîner autant, c'est hyper chronophage, ça nous demande beaucoup de temps d'investissement. En plus, on doit faire les études à côté ou bosser, parce qu'on n'a aucun contrat, on n'est pas payé. Donc voilà, c'est compliqué. Après, est-ce que c'est ça qui nous soude autant, parce que on a un noyau quand même de filles en équipe de France notamment, où on est la génération 93 et quelques ou mamies ou jeunes des 97 qui se sont greffés. Et on est vraiment soudés, quoi. On a un noyau, c'est incroyable. On s'entend trop bien et on sait pourquoi on est là, on sait par quoi on est passé toutes. Du coup, ça nous fait aussi un passé ensemble et beaucoup de liens. Donc, heureusement qu'il y a ça. Moi, franchement, sans mes copines, j'aurais arrêté depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est exactement ce qu'elle dirait. Non, mais c'est vrai, parce que quand on va à la fac et qu'on se retrouve avec notre odeur de chlore, nos cheveux pourris, les bras qui explosent de t-shirt parce qu'on est en cycle force et tout, voilà, quoi. C'est un peu inadapté. C'est pas facile. Et en plus, on fait ça bénévolement, on est dans la précarité totale, quoi. Franchement, moi, Rémi, il a l'appart avec le club, mais sinon, on fait comment, quoi? Certaines filles, là, à l'INSEP, ils ont mis en place un système d'aide. Donc, ça leur sert quand même à payer un logement. Mais c'est vrai que c'est galère, quoi. C'est vraiment galère, quoi.
Les enfants, ça va couper là, donc on va couper. On se retrouve de suite là et comme ça on finit justement parce que c'est un sujet hyper important. Estelle. Ça va Estelle? Ah, non, pas là. Là. Petit couple préféré. Oh, Michel Crouzia, il est là. Ouais, voilà, donc Michel Crouzia, il est là. Qu'est-ce que tu racontes? Michel Crouzia, il est là, regarde, il vient de se connecter. C'est serveur d'Instagram? Michel Crouzia, Tony Octopus. Pour ce nom. Donc oui, donc c'est pour ça, Léa, c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer ce live pour parler des mecs et forcément surtout parler des filles. Parce que forcément, toujours dans ce que je reprends les mots de Mike, c'est vrai que c'est toujours facile de trouver des excuses et de se plaindre quand on est un mec, mais quand on voit ce que vous vivez vous, forcément derrière, ça atténue un peu tout ça, quoi. Et le vrai problème en plus, c'est que ça handicape vraiment l'équipe de France parce que au final, quand on regarde la structure de l'équipe de France, il y a une fille de plus de 30 ans et voilà, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est tout le temps comme ça. On n'a jamais eu de plus de 30 ans parce que voilà, quand on est des nanas, le temps qu'on est étudiant, ça va parce qu'on arrive à aménager les choses, etc. Après arrive le moment où il faut bosser pour commencer à gagner sa vie. Et là, va dire à un employeur, par contre, je dois m'entraîner 5 heures par jour toute la semaine et les week-ends, je suis pas là. Non, ça marche pas comme ça. Donc souvent, les filles, elles arrêtent avant 30 ans. Et alors qu'en sport co, c'est en théorie, c'est après 30 ans que tu arrives à ta maturité de vision de jeu, etc. Donc il y a vraiment un problème par rapport à ça, quoi. Il faudra aussi rappeler que bon, après le modèle espagnol, ça reste un modèle quand même très spécial. Hein. Parce que Barcelone, forcément, quand t'as 9 des 12 équipes, non, c'est 10 chez les meufs, quoi. Quand t'as 8 des 10 équipes qui sont quand même sur Barcelone même, forcément, derrière, ça permet à une joueuse qui est peut-être en deçà de partir dans un club qui est à côté de chez elle et pas quitter ses parents, pas avoir ses problèmes justement d'appart et de frais qui lui permet d'aller jouer dans une équipe peut-être mieux adapté à elle et derrière de pouvoir exploser. C'est pour moi le plus grand secret de la réussite des Espagnols. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as les 9 clubs sur les 12 qui sont dans la périphérie de Barcelone chez les mecs et chez les filles. Et derrière, t'as les petits clubs qui forment et qui envoient justement les minots dans les gros clubs. Et un minot de très bon niveau qui n'arrive pas à percer dans un très gros club, derrière, il peut choisir d'aller dans le club d'à côté qui est à 500 mètres. Et derrière, de réexploser et de retourner. Je prends l'exemple de Minguet. À l'époque, Minguet, personne n'en voulait. Il est allé en Méditerranée, il a explosé en Méditerranée, il a fini à Barceloneta, le mec, il a gagné avec des championnats derrière. Donc, truc en France que tu verras jamais, quoi. Parce oui, en fait, c'est que nous, on n'a pas de sécurité, en fait. Ouais, c'est ça aussi. C'est toujours des situations précaires, c'est toujours des énormes choix à faire, en plus. C'est-à-dire, tu dois bouger à l'autre bout de la France, ou tu dois choisir entre une opportunité professionnelle et un club. C'est toujours des énormes choix, alors qu'à la clé, à part le sport, il n'y a pas grand-chose pour nous. Et pour les garçons, c'est un peu pareil, parce que bon, on peut pas dire que vous avez des salaires de footballeurs. Mais ouais, c'est un peu tout le temps ça. Qu'est-ce que je fais la saison prochaine Il y a que Enzo avec un salaire de footballeur, le reste après. Mais non, en plus, comme le dit Léa, la carte de la France au niveau du water-polo, c'est pas fou. Hein. Barcelone, il y a 8 des 10 clubs et en plus c'est du haut niveau. En France, c'est aux 4 coins de la France et en plus si on va au-delà de la 2e ou 3e place, on est très très loin du niveau international. Donc en France, c'est Nice, Bordeaux, Lille et Nancy, quoi. Et quand tu fais Nice-Saint-Jean aussi. Quand tu fais Nice-Nancy ou Nice-Saint-Jean en minibus, va jouer derrière. Je les connais celle-là, t'inquiète. Une fois, je t'ai suspendu, j'ai pas fait, moi, avec ça, on a fait un Nice-Noisy. On s'arrêtait à Auxerre pour dormir, mais j'y étais pas, heureusement, d'ailleurs. Je les connais, ceux-là, je les connais, les voyages pétrins, t'inquiète, je les connais.
Donc du coup, je voulais te poser une question justement aujourd'hui. Je voudrais savoir si par hasard, justement, par rapport à ce que vous faites en tant que, à côté justement du polo, de passer tous vos diplômes, les clubs, vous n'êtes pas justement à peut-être vous favoriser justement dans une structure professionnelle où vous pourriez avoir des horaires aménagés tout en essayant de faire, voilà, d'avoir peut-être un travail, quoi. Il y a des petits gestes, il y a des petites choses qui se font et je sais que en plus c'est probablement le max de ce qu'ils peuvent faire dans l'instant, quoi. Mais c'est toujours voilà, c'est toujours dans l'instant en fait. Par exemple, moi, je voulais trouver quelqu'un pour potentiellement m'aider sous forme peut-être d'un partenariat mécénat ou un truc comme ça. Bon, par exemple, le club m'a aidé à rencontrer des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Après que j'ai insisté, mais comme toujours, hein. Après, c'est que des petits trucs par-ci par-là, et c'était pareil à Nancy. C'est des indemnisations comme ça au coup par coup. Ramenez-moi vos factures, on va voir ce qu'on peut faire, etc. C'est pas pérenne, et c'est pas rassurant pour nous, c'est pas cadré. Donc après, je sais pas si ça rejoint un peu ça, mais le sportif en France, de manière générale, il est pas aidé, à part les footeux, ils ont pas besoin d'aide. Les 3-4 sports, tennis, rugby, volley, etc. Handball, il n'y a pas besoin d'aide. Le reste, le sportif est pas très bien vu comme dans d'autres pays où le sportif, quel que soit le sport, même un tout petit sport, mais international, il représente le pays, il fait la fierté du pays, donc il est vraiment aidé partout. En France, déjà le sportif est pas bien vu, c'est pas péjoratif, mais c'est un sportif, il fait rien, et si en plus c'est du water polo, sport inconnu et précaire, voilà, c'est encore pire. Donc il y a des aides chez les mecs, chez les filles, que ça soit financière ou avec des formations ou quoi, mais c'est précaire, c'est au coup par coup. Il faut gratter, il faut sortir les rames et ramer au quotidien. Et de temps en temps, il y en a. Maintenant, c'est pas automatique et c'est plus démerde-toi plutôt que on va tout faire pour toi, t'inquiète pas. Ouais, c'est ce qu'elle dit Aurore, c'est qu'on n'a pas la culture du sport en fait. Moi, c'est un exemple tout court, mais d'une fac à l'autre aussi, ça change. Par exemple, à la fac de Nancy, tout était fait pour les sportifs de haut niveau, c'était structuré, il y avait un responsable, etc. À Nice, le seul moyen qu'on m'a proposé pour dédoubler mes années de master, c'est de me faire redoubler volontairement. Et après, donc dans mon cursus, c'est marqué que j'ai raté mon année. C'est pas marqué que j'ai dédoublé parce que j'étais sportif de haut niveau. Donc c'est tellement diversifié aussi sur le territoire. Il y a pas de ligne conductrice, donc c'est compliqué quoi. Autant tu peux tomber sur des gens qui veulent vachement t'aider et qui te donnent un super coup de pouce et qui tombent bien au bon moment quand t'en as besoin. Autant des fois, t'as des périodes où tu te dis putain mais ça me coûte de l'argent de faire du sport, ça me coûte de l'énergie, je pourrais être déjà en train de travailler, de cotiser, tout. Donc... Preuve de courage des filles, hein. Franchement, bravo, hein. Tout notre respect, et j'espère que tout ça va s'améliorer. Après, forcément, tout le monde te parle de résultats, que les résultats amènent, mais bon, j'en suis plus tout à fait convaincu, surtout quand je vois voilà, surtout quand je vois notre ministre du sport qui nous dit que le sport n'est pas une priorité de l'État d'après confinement, ça me donne envie de les appuyer. Déjà, on est là. Et puis, en début d'année, je me rappelle avoir lu un article sur une judokate ou sur une athlète, je sais plus trop, médaille olympique qui était au chômage aujourd'hui, qui se retrouvait avec un SMIC pour tellement personne. Il y en a qui s'endettent pour préparer les Jeux. Hein. C'est ça, on n'est pas bien lotis au niveau du polo, mais le pire c'est qu'on n'est pas les pires. Donc je plains les autres et je les admire pour ceux qui font certains sports qui décrochent des médailles olympiques alors qu'ils sont encore plus vraiment bien plus mal lotis que nous. Ouais. C'est vrai. Tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est un constat alarmant et triste au final de voir que c'est compliqué et que le sport n'est pas un vecteur de réussite sociale en France et que forcément, comme je le dis à toutes les interviews, quand tu arrives à quelqu'un, tu dis je suis sportif pro, la personne te dit ouais mais tu vas faire quoi après? Donc c'est-à-dire que limite t'es en train de rater ta vie et que tu la réussiras pas forcément après et que tu vas être dans la merde. Puisqu'autre chose, je veux te dire bravo, c'est beau.
Vous savez que très peu de personnes aiment le sport déjà dans un pays où dans un pays d'intello justement, où l'intellect élite est plus favorisé que le reste. Mais comme je dis encore tout le temps, moi je comprends pas comment on peut pas justement pas favoriser mais reconnaître un mec, enfin une personne, une femme, un homme sportif de haut niveau, qui fait du sport de haut niveau 5 à 6 heures par jour et qui se tape le même cursus scolaire que les autres, qui réussit, alors que derrière on encense des personnes qui n'ont fait qu'un cursus scolaire et rien à côté. Je trouve ça un peu aberrant et démoralisant au possible. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, maintenant, justement, parfaite transition, Rémi. Ah. Alors, on va aborder un peu ton passage en tant qu'entraîneur. C'était entraîneur adjoint, il me semble. Oui. Je me demandais où tu allais en venir. Ouais, j'étais entraîneur adjoint. Je t'ai promis, pas de traquenard. Justement, je voudrais que tu nous racontes un peu ton passage en tant qu'entraîneur adjoint des filles. C'était au championnat du monde au Portugal. D'Europe. Il y a eu le championnat d'Europe à Funchal et le championnat d'Europe à Volos. Ah voilà, bon, alors pas du tout à la page. Si, c'est Portugal. Funchal, c'est Portugal, c'est bon. D'accord, c'est ça, Portugal. Bon, je dis pas que des conneries non plus. Donc voilà, c'est ça. Donc je voulais un peu, que tu nous expliques un peu comment tu as vécu cette expérience et est-ce que à terme ton réel désir c'est de partir justement sur l'entraînement des filles ou est-ce que tu prends ça comme une expérience pour peut-être te rabattre sur les garçons après ou pour l'instant tu laisses venir, tu verras par rapport à ce qui se passe plus tard. Il y a absolument rien qui est décidé maintenant à part le fait que j'aimerais entraîner. Filles ou garçons, peu importe. Et non, ces 2 championnats d'Europe, ça a été vraiment une super expérience. Ça allait vraiment de suite avec ma décision de venir à Nice et de passer mes diplômes d'entraîneur. Et donc j'ai eu vraiment l'occasion d'assister. Bon, c'était le père de Léa, le coach, donc c'était vraiment beaucoup plus facile pour moi au quotidien, les séances préparées, entre les entraînements et tout. Et lui, il avait vraiment énormément d'expérience avec les filles et avec les jeunes. Donc pour moi, c'était vraiment le moment idéal pour essayer d'apprendre quelque chose. Et je entraîneur chez les filles. Et c'était vraiment que je suis là. C'était vraiment le moment idéal et ça s'est fait avec des filles, ça aurait pu se faire avec des garçons. Mais alors, je regrette absolument pas parce que c'était vraiment 2 aventures incroyables. Et d'être de l'autre, je sais pas si on peut dire ça, mais de l'autre côté du bassin, ou en dehors du bassin, ça permet vraiment de voir le sport d'une manière différente et d'avoir eu un coup des 19 ans et un coup des 17 ans. Pareil, ça apporte énormément de choses. Les dialogues, la communication est vraiment différente. J'ai vraiment beaucoup écouté Christophe parce que je voulais vraiment me servir de cette expérience, de son expérience pour apprendre. Et on est tombé à chaque fois sur deux groupes vraiment super. Toute la préparation et toute la compétition, ça s'est toujours bien passé. Donc c'était forcément positif. Donc ça m'a donné envie de faire ça. Peut-être que si j'avais eu un groupe plus compliqué et une compétition qui serait mal passée, ça m'aurait un peu refroidi. Mais vraiment tout s'est bien passé. Et pour l'instant, il y a rien de sûr, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Fille ou garçon, l'avenir nous le dira, mais je suis pas fermé à entraîner des filles. Il est bon avec une belle famille. Il est beau papa. Et toi, les gars, est-ce que tu t'imagines un jour l'avoir comme entraîneur? Non. Non. On en a déjà parlé, hein. Il m'a dit si. Elle en a parlé, j'ai rien dit. Non. C'est parti. Allez, hop. Qui a dit, qui a pas dit? Non, parce qu'on se disait, qui de nous deux va faire Paris 2024? Les deux, on sait pas. Est-ce que lui, il sera dans un staff de je sais pas quelle équipe, ou moi dans les gradins, ou j'en sais rien. Bref, on s'imaginait tous les scénarios possibles, et moi, je peux pas. J'ai déjà été entraînée par mon père. J'ai donné. Et non, je peux pas. Tu vois ce que je vais faire quand ton père alors? Non, c'est pas une question de ça, c'est une question de plutôt faire la part des choses en fait. Relationnel. Déjà avec mon père c'était compliqué parce que des fois j'avais envie de lui répondre, exprimer mon point de vue comme on fait en famille entre nous.
parce qu'on aime bien le débat, sauf que c'était pas le lieu, quoi, et j'avais du mal à faire la part des choses. Alors avec lui, c'est sûr que ça pourrait pas marcher. Ta réponse. Lâche rien, hein, tous avec ça, mais vous arrêtez. Ouais, c'est pas ce qu'ils ont, hein. C'est le confinement, ça leur donne des idées. Mais laissez-les tranquilles un peu, sans déconner, cette histoire, là. Ben voilà, écoutez les gens, on va arriver à la dernière question, justement, qui concerne un peu, justement, votre couple en tant que poloiste. Savoir si la vie est facile tous les jours, si, justement, ce côté, forcément, cette différence qu'il peut y avoir entre les filles et les garçons, notamment en France, elle est facile à vivre, et je voudrais savoir, est-ce que si des fois, ça frictionne un peu. Ouais, ça frictionne. Ouais, après l'an dernier on s'entraînait ensemble, donc Non, cette année, oui, c'est déjà 2021. Passage 24 ensemble, à un moment donné, parce que non, ouais, mais après c'est ça fait partie de notre mode de communication aussi. Moi j'aime bien quand on me donne du répondant des fois, et du coup je suis peut-être un peu des fois dans la provoque par rapport notamment au polo masculin. Ouais, j'ai vu que bien rappeler sur les lives. Et nous les filles. Vous êtes non, c'est pas une question de revendiquer pour les filles, mais c'est que des fois, elles me racontent des trucs, que ce soit en équipe de France ou quoi, on n'a pas du tout la même perception des choses. Ouais. Et du coup, bon, des fois, il y a du débat, quoi, mais rien de... Après, quand elle est énervée, je lui laisse marquer 2-3 buts à l'entraînement et ça se calme. Bien sûr. Bon, Rémi, je voudrais pas encore mettre de l'huile sur le feu, mais ta sœur est sur un chéri quand même, là. Oui, j'ai vu. Heureusement qu'il y a que 2 commentaires en bas, parce que sinon... À part loin, là, quand même. Arrêtez-vous, laissez-les tranquilles un peu, sans déconner. Donc, c'est bien, ça les futurs nounous en puissance. Ouais, c'est ça, c'est fou, ça. Voilà, au moins, vous êtes tranquille, hein. Vous savez que vous n'aurez pas à chercher bien loin, hein. Allez hop, on vous le laisse, on te casse. C'est magnifique. Ouais, donc, voilà, justement, je voulais savoir comment vous le gérez, justement, parce que ça doit pas être forcément évident de vivre ensemble, s'entraîner ensemble. Quand même, c'est pratiquement du H24, donc est-ce qu'à un moment donné, ça pète pas? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas trop dur non plus, quoi? Bah non, je dirais que ça se passe plutôt bien. Autant quand elle s'entraînait avec le pôle, on avait des horaires différentes, on partait à des horaires différents, donc on se voyait moins, même si on était forcément à l'après-midi. Elle allait encore à la fac, donc des fois je la voyais pas pendant presque 2 jours. Et cette année, on s'entraînait ensemble, elle n'avait pas la fac, donc c'était vraiment du H24. Mais je pense que le fait que l'année dernière j'étais en Espagne, on mesure bien notre privilège de pouvoir se voir. Il y a toujours un stage équipe de France de 1 semaine ou 2 semaines, un coup elle, un coup moi. Donc au final, je pense pas qu'on ait passé 2 ou 3 semaines d'affilée, tous les deux au même endroit. Donc il y avait toujours un stage à droite à gauche, surtout une année pro-olympique. Donc et puis les week-ends, les matchs, un coup moi. Mais non, après je crois que c'est le quotidien de tous les couples. Hein. Ouais. Il y a des frictions des fois et des fois ça se passe bien, mais je pense qu'on a plutôt. Qui gagne le plus souvent? Non, on gère ça bien. Là, je voudrais rebondir justement à une question qu'a posée Audrey là par rapport aux entraîneurs. Je voudrais savoir votre sentiment tous les deux, et chez les filles et chez les mecs, si vous pensez, parce que c'est quand même un sujet qui revient fréquemment, tu vois, de par les lives qu'on a fait, forcément dans le monde du polo aujourd'hui, on se rend vraiment compte aujourd'hui que pour les gens, enfin, surtout pour les joueurs qui sont partis à l'étranger, voilà, on se dit vraiment qu'on a quand même un petit déficit, tu vois, en technicien, peut-être pas en formateur, parce qu'on sort quand même des belles générations dans pas mal de clubs. Mais moi, je trouve que le plus gros problème qu'on a en France, c'est cette accession au haut niveau d'entre 17 et 21 ans. Et je trouve qu'on est cruellement en déficit par rapport aux autres nations et aux autres pays par rapport à ça. Je voulais savoir si c'est pareil chez vous, chez les filles, et ton sentiment, Rémi, par rapport à ça, justement. Non, tu as complètement raison. Entre 17 et 21, ça rejoint ce qu'on a dit avant, ce qu'a dit Léa, ce passage entre la fin après le bac, on va dire, où il y a un manque d'accompagnement en général des sportifs et du water-polo. Donc, souvent, c'est où tu continues à faire du polo ou c'est les études. Donc, il y a ça qui pose vraiment problème, je trouve. Et
je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je me répète peut-être, la formation de formateurs en France, je pense que c'est quelque chose de hyper important et c'est, je trouve, là où on pêche le plus. Il y a des bons entraîneurs, mais il faudrait qu'il y ait, faudrait qu'il y en ait un dans tous les clubs en fait, et que chacun travaille de la même manière pour que, encore une fois, tout en haut de la pyramide, on ait le choix entre 15, 20, 25 joueurs au profil identique ou à l'expérience et au vécu de 12 à 18 ans identique et qui se retrouveraient plus facilement en équipe A, par exemple. Parce que si là on arrive, on se retrouve avec des générations à droite, à gauche qui ont grandi différemment, qui ont du retard, d'autres qui ont de l'avance. Et en fait, c'est un bordel général. Et après, je dis pas qu'on a des mauvais entraîneurs ou des mauvais formateurs, mais il faudrait une ligne directrice et un côté plus professionnel. Quand je vois par exemple en Italie où chaque année, je crois, les entraîneurs ils doivent passer un diplôme, faire une mise à jour et assister à des colloques et tout. En France, on peut te donner ton diplôme à 19 ans et c'est fini quoi. Il y a plus de au-delà du qui on l'a donné sans qu'il passe le diplôme. Donc au-delà du côté professionnel. Au-delà du côt professionnel, il y a un savoir à avoir pour pouvoir le transmettre. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes formateurs ou même moins jeunes qui aimeraient accéder à ces connaissances, à ces formations, et par le manque de moyens ou par le peu de formation qu'il y a pour les entraîneurs, galèrent et font avec leurs armes en fait. Surtout qu'aujourd'hui, franchement, avec l'apparition de la démocratisation de beaucoup de choses comme la prépa physique aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la prépa physique d'il y a 10 ans, l'entraînement qui n'a rien à voir avec l'entraînement d'il y a 10 ans, aujourd'hui qui vient se rapporter la prépa mentale, aujourd'hui on parlait avec Mike de la méditation, de plein de choses. Ouais, il y a des outils, il y a des dizaines et des dizaines d'outils différents que, comme tu l'as dit, que ce soit sur le physique, le mental, sur le technique, le tactique, et Skype, Instagram, je sais pas, communiquer des vidéos où ça pourrait être beaucoup plus facile d'apprendre. Et mais bon, c'est encore une fois, c'est pas mis en place. Je sais pas si c'est par manque de moyens ou de volonté ou des deux, mais je pense que c'est un des gros problèmes en France. Et pour en venir aux filles, si on ne veut pas le faire chez les mecs, alors que c'est entre guillemets là où ça rapporte le plus, sans parler d'argent. Alors chez les filles, comme l'a dit Léa, c'est déjà tellement précaire, mais chez les jeunes et au niveau de la formation, c'est peut-être qu'elle en saura plus sur ça, mais oui, après déjà le problème chez les filles, c'est que les jeunes filles, elles se mettent au polo tard. Ouais. Et souvent elles s'y mettent pas à fond parce qu'il n'y a pas les structures non plus pour. Il y a des clubs comme Bordeaux qui font des classes horaires aménagées. Ouais. Ou l'INSEP maintenant, mais bon, c'est à partir du lycée. Donc en fait, c'est dur de trouver des filles qui se forment des tôt en fait. Il y a pas de jeunes filles qui font du water polo plus de 2 fois par semaine en fait. Donc c'est compliqué après d'arriver si tard, d'apprendre à ce que c'est que de faire un effort, d'apprendre où sont tes limites, d'apprendre à pousser après quand tu fais une série ou savoir vraiment quand t'es à 100%, quand t'es pas à 100%. Et Saint-Jean aussi, ouais, Aurore, pardon. j'ai pas tout cité, mais en fait, c'est juste que pour moi, le mental et l'habitude d'être dans le sport de haut niveau, ça se forge hyper tôt. Ouais. Et c'est une discipline qu'on a plus de mal à apprendre tard. Du coup, c'est compliqué, quoi. C'est du retard, en plus c'est du retard accumulé qui font qu'à 20 ans, on a déjà en fait 3 ans de retard sur les autres pays qui sont bien meilleurs que nous dans ce domaine. Ouais, et en fait, des fois, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste, par exemple, ne jamais avoir poussé l'effort au point d'avoir envie de vomir et du coup, la première fois que ça t'arrive, eh ben, ça te surprend limite et tu paniques. Sauf que ça aurait dû t'arriver il y a des années et des années en arrière et ça t'arrive quand t'es déjà adulte parce que avant ça, t'as jamais eu le truc de te pousser à fond, etc., quoi. Après, il faut dire aussi, voilà, que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette démocratisation de la préparation physique et de la natation, beaucoup de jeunes aujourd'hui arrivent et pensent que les entraînements sont durs alors qu'ils n'ont pas connu ce qu'on a vécu il y a 10 ans où tu peux taper les 10 bornes par jour tous les jours. Aujourd'hui, un jeune, tu lui fais faire 8 fois 200 et tu fait putain, tout ça. Ah, mais mec,
ça fait rien, quoi. Donc, ouais, forcément, j'avoue que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, les enfants, on avait dit qu'on essaie de faire 1 heure, on a déjà 1 heure et demie. C'est perdu encore, hein. Ah, c'est clair. On n'arrivera jamais, hein. Mais bon, après, on se régale et puis on parle de choses importantes. Et pour moi, c'est génial. Et pour moi, c'est super important. Et puis, les gens, ils suivent et ça régale pour tout le monde. On va finir par le petit jeu, les enfants. Comme ça, on va finir. Donc, alors, je pense que vous le connaissez. Je sais pas si vous êtes adepte du TikTok ou un truc comme ça, ou si vous avez pu voir Non. Alors, après, je vais vous laisser le choix. C'est vous qui avez décidé. Soit vous le faites les yeux fermés, soit vous le faites les yeux ouverts. Et vous verrez les réponses plus tard sur le live que je posterai en vrai. C'est-à-dire qui est le plus. Donc, c'est un jeu très simple. C'est-à-dire que je vais dire qui est le plus. Et soit Rémi montre Léa, soit Léa montre Rémi, soit Léa se montre à elle-même, et soit Rémi se montre à lui-même. Donc après, c'est vous qui décidez. Si on fait en même temps, on peut laisser les yeux ouverts. Allez, vas-y. Allez, ça va. Vous êtes prêts? Allez, il y a 20 questions, ça va aller vite. Allez, qui est le plus rancunier? Non, personne. Si, ça peut durer des jours. Non, mais n'importe quoi. Ça commence bien. Quand je fais la gueule à quelqu'un, j'oublie que je lui fais la gueule au bout de quelques heures. C'est beau. Allez, qui a embrassé l'autre le premier? Un bisou, c'est à 2. Hein. Qui demande pardon en premier après une dispute? Quoi? Qui demande pardon en premier après une dispute? Franchement, ça dépend de qui c'est parti. Allez, qui est le plus ordonné? Qui est le plus bordélique? Celui qui dépense le plus d'argent. Ouais, Jean-Michel Chaussure. Et montre. Jean-Michel montre aussi. Ah, montre. Ah, c'était mieux montre maintenant. Ça prend moins de place, mais ça coûte plus cher. Ah, ouais. Qui dort le plus? Ouais, largement. Voilà, là, c'est largement moi en tête. Qui est le plus intelligent? Non, je croyais qu'il allait me montrer. Je croyais que ça allait faire un croisé comme ça. On a des on a des domaines d'intelligence. Il y a différentes intelligences. Lui, il a l'intelligence manuelle, moi j'ai plus l'intelligence littéraire et tout. C'est une L, c'est une L. C'est beau. Qui est le meilleur en français? Qui est le meilleur en maths? Qui est le plus boudeur? C'est 50-50. Ouais. Qui a le plus mauvais caractère? Moi, je pense. Qui est le plus romantique? Ouais, c'est bien. Oh, voilà, ça y est. Qui est le plus fort? Fort. En quoi? Physiquement? Le plus fort, hein. Ah, ça y est. Ouais, ça y est. Qui est le plus drôle? La preuve, hein. Le plus feignant? Le plus susceptible? Le plus sociable? Et le plus passionné de waterpolo? Bravo les enfants. Bah écoute, on a bien rigolé. Merci Audrey. C'est parce que c'est un gardien. Tiens, bim. Julien Guillotot, canard. Oui, c'est le maître en la matière, Julien Guillotot. Mettre des canards, Julien Guillotot, apparemment. Des canards. C'est de la FIDEC. C'est méthode. Bon, les enfants, ça a été un réel plaisir. Franchement, moi, je me suis régalé. C'est pour ça que, franchement, tout le temps, on déborde. Mais après, c'est tellement passionnant de ce qu'on parle et c'est important, autant pour les filles, autant pour les mecs. Chacun a son expérience à partager, chacun a son vécu. Et d'en parler, moi, je trouve ça magnifique et je trouve ça hyper enrichissant pour tout le monde. Et moi, j'adore. Donc, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été avec moi, avec nous, du fond du cœur. Je me suis régalé. Merci à toi, hein. Ouais, merci à toi. On se régale, hein. Faut dire que tu es devenu le Michel Drucker du waterpolo, hein. C'est pas chaud. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci les copains, merci Audrey, merci les filles, merci les garçons, merci les fois. Merci, bisous à Saint-Jean, parce que chaque fois, elle lâche rien et ça ne dérange rien. Bisous à vous deux. Prenez soin. Bisous, restez chez vous. C'est Mike Bodegas qui arrive maintenant après la guerre, c'est sérieux. Restez chez vous surtout. Il y a le replay sur la story, t'inquiète pas, Mike. Les enfants, merci à vous. Gros bisous. Salut. À la prochaine. Ciao. Et à très bientôt. Merci encore. Ciao. Salut. Allez.
Super live encore une fois avec notre petit couple préféré du polo français. Forcément, il y en a d'autres, hein, on vous aime aussi, hein, vous inquiétez pas, j'oublie personne. Allez, ça, on va l'arrêter. Donc voilà, donc super live encore une fois, on s'est régalé. Voilà, après c'est bien d'avoir aussi un couple dans le polo, voilà, qui vivent de sa passion, qui vivent ensemble et qui peuvent avoir des trésors de vécu, des trésors d'expérience à partager avec nous. Moi, je me suis régalé encore une fois, comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup à tous d'avoir participé à ce live. On se retrouve dimanche. Alors là, ça va être je pense qu'on va faire 2 heures encore dimanche. Ça va être incroyable. Dimanche, c'est la formation. La formation en France. Je vais recevoir Mathieu Fournier, qui est formateur au CED Natation. Je vais recevoir Julien Aspar au PAN. Je vais recevoir Yann Vernou du Cercle Nageur de Marseille. Là, j'essaie d'avoir encore un formateur. On verra qui c'est qui peut se greffer à la discussion d'ici là. Mais un super sujet très controversé, très animé. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Vive le polo, vive la France et vive la République, forcément. Allez, ciao, à bientôt, au revoir et gros bisous à tous. Ciao.